Je suis une activiste anticapacitisme, antivalidisme, présidente d'une petite association militante qui s'appelle Handisocial à Toulouse, mais qui est connue nationalement. Et je suis aussi conseillère du Césaire, où je représente les associations de personnes handicapées et de leurs proches de la région Occitanie. Comment je vis cette période? Pas trop mal, j'imagine, par rapport à beaucoup d'autres. D'une part parce que le confinement, c'est quelque chose que malheureusement je connais bien puisque j'ai passé une période de ma vie, une dizaine d'années, enfermé chez moi, à une époque où la Cotorep, à l'époque, me refusait des droits, ne reconnaissait pas mes différents types de handicap. Donc pendant 10 ans, j'ai défendu mes droits jusque devant le Conseil d'État où j'ai gagné, fait condamner l'État par rapport au non-respect de mes droits. Et puis depuis 2 ans en plus, je ne dépends plus d'un service de transport dit adapté qui en fait est maltraitant, puisque déjà le principe de devoir réserver ces transports 10 à 15 jours à l'avance est proprement insupportable, d'autant plus quand vous apprenez 24 heures avant que vous n'aurez pas de transport ou que vous aurez un transport absolument pas à l'horaire désiré et utile et ou l'aller-retour, ou l'aller sans le retour ou vice-versa. Puisque j'ai maintenant un véhicule que je conduis assise dans mon fauteuil roulant et avec un joystick, ce qui m'a permis de retrouver une liberté de déplacement que j'avais perdue depuis de nombreuses années, parce que j'avais arrêté de conduire pendant plus de 10 ans. Donc je suis, je dirais, par rapport à la plupart des personnes en situation de handicap, une privilégiée. Malgré tout, j'ai des conditions de vie qui sont beaucoup plus acceptables que beaucoup de mes pairs. Alors effectivement, en tant qu'activiste qui a l'habitude effectivement de mener plein de combats, comment est-ce que j'organise la poursuite de mes activités? C'est grâce au numérique essentiellement. Ça permet de communiquer avec des tiers. Les réseaux sociaux me permettent de propager, je dirais, mes idées et de faire connaître mes revendications. Après, ce qui manque, c'est effectivement le contact physique avec les proches et puis la possibilité de sortir quand on veut, comme on veut. Et compte tenu de la charge de travail que j'ai, je dirais que j'ai pas de temps mort à domicile, j'ai pas le temps de m'ennuyer. L'angoisse chaque fois que mes auxiliaires de vie viennent, la peur qu'elles étaient contaminées par ailleurs et qu'elles me contaminent. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, la contamination, si la maladie est sévère chez nous, c'est une condamnation à mort, puisqu'on sait qu'on a peu de chances d'être réanimé. Et j'avoue que ça me met très en colère. Ça me met très en colère qu'on considère que, par principe, ma vie vaut moins que celle d'autres personnes. Non pas qu'elle vaille plus, mais je pense qu'elle vaut pas moins. Oui, il y a a priori un nouveau combat qu'on est en train d'engager. Enfin, je suis pas seul, c'est avec des camarades. C'est sur la question des conditions du confinement, notamment dans les établissements médico-sociaux, et puis la question de le fait d'être qualifié, nous les personnes en situation de handicap, de mort acceptable. Pour moi, il n'y a pas de mort acceptable à partir du moment où on doit pouvoir être soigné. Le problème de défaut d'accès aux soins, qui ne concerne pas que les personnes handicapées, mais on est en train aujourd'hui, et encouragé par les pouvoirs publics, d'organiser une hiérarchie des individus. Clairement, il y a des consignes données aux établissements médico-sociaux et notamment aux EHPAD, mais pas que, de ne pas hospitaliser les personnes malades et handicapées et de ne pas leur permettre d'accéder à la réanimation. Et donc ça, c'est proprement scandaleux. Il y a aussi les mesures de privation de liberté des personnes qui sont dans les établissements médico-sociaux, c'est-à-dire qu'on ne s'en tire absolument pas de leur volonté et on décide à leur place, ce qui est assez habituel, mais ce qui est encore plus présent aujourd'hui, semble-t-il. On est en train de créer on a créé une page sur Facebook appelant les personnes concernées et leurs proches à témoigner. Et on envisage, on est en train d'examiner la possibilité de saisir la justice et à minima le défenseur des droits sur ce non-respect des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. Non, il me surprend pas. Il me surprend pas parce qu'on est on est dans l'hypocrisie la plus totale depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a des discours qui sont tenus et les faits ils sont têtus. Ils démontrent que les discours ne sont que des discours et que
la réalité est tout autre. Notamment, hein, les derniers reculs qu'on a encaissés dans le monde du handicap, la loi Elan, c'est que on a osé nous dire que pour faire progresser nos droits, on les faisait reculer. En matière de logement, on a divisé par 5 la production de logements neufs accessibles. Tout ça pour faire gagner quelques centimes à quelques grands groupes. Et puis le recul, par exemple, sur l'aide humaine. Hein. La loi de 2005 avait fait progresser un petit peu le droit des personnes, notamment les plus lourdement handicapées, mais ça s'est très vite réduit dans les faits, puisque les financeurs n'ont pas abondé correctement la PCH aide humaine, qui est supportée essentiellement par les départements, et les départements nous considèrent aujourd'hui comme des variables d'ajustement. Moi, je le dis clairement aux élus que je rencontre, quand ils me font part de leurs difficultés budgétaires pour répondre à nos besoins fondamentaux, je leur réponds qu'il y a une solution pour les difficultés budgétaires, c'est de buter tous les vieux et tous les handicapés. Ça coûtera un petit peu cher sur le moment, mais après, ce sont des économies garanties. Mais au-delà de ça, c'est un choix de société. Et je leur demande donc de se positionner sur leur choix de société de manière tout à fait claire et d'arrêter de nous objecter des arguments qui sont fallacieux. C'est de la lâcheté et c'est aussi le fruit des représentations qu'ont un certain nombre de personnes valides par rapport aux personnes handicapées. C'est-à-dire qu'on sent bien chez nos interlocuteurs le fait que la vie d'une personne handicapée est globalement beaucoup moins intéressante, beaucoup moins qualitative. C'est-à-dire que sous prétexte de handicap, nos vies vaudraient moins que celles des autres. Et puis, pour d'autres, le fait que, et c'est là que c'est très hypocrite, c'est le fait que finalement, ils nous donnent uniquement les moyens d'une survie et non pas d'une vie. La réglementation qui est issue de la loi de 2005, elle est effectivement, elle réduit nos besoins à de la survie. C'est-à-dire manger, dormir et se faire laver le cul. C'est ça qu'on nous propose aujourd'hui comme choix de société, comme choix de vie, et c'est contre ça que je me bats depuis des années. Beaucoup de gens ont baissé les bras dans la population générale et peut-être encore plus dans le milieu du handicap, pour deux raisons de mon point de vue. D'une part parce que les gens qui ont vécu en institution toute leur vie ont été formatés, habitués à ne pas avoir accès au savoir, à ne pas avoir accès à la culture, à ne pas se rebeller. On leur a surtout appris ferme ta gueule, cache-toi et fais-toi oublier. Et puis ceux qui ont découvert le handicap au cours de leur vie vivent une déstabilisation sur le plan psychique, une perte de repères et effectivement ce sentiment général que leur vie vaut moins qu'avant. Moi, je pense que nos vies, elles valent ni plus ni moins, elles valent autant. Elles sont aussi ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait, c'est aussi ce qu'on nous permet d'en faire. Alors, je pense que cette période de confinement peut éveiller quelques consciences, mais je doute que ça éveille toutes les consciences, pour être tout à fait clair. Je pense que pour certains, voilà, les autres n'existent pas et il n'y a qu'eux qui comptent. Il y a des gens qui sont comme ça, et c'est vrai que l'éducation, la compétition entre les individus auxquels on est habitué depuis la petite enfance, tout ça fait que, effectivement, il y a des individus qui calculent absolument pas les autres et qui, s'ils peuvent leur marcher dessus, le font aussi. Par contre, effectivement, il y en a certains qui peuvent ne pas avoir conscience de ce à quoi on est confronté. Et on le voit, on l'entend de temps en temps, des gens qui nous disent, bah tiens, je me suis pété le bras, la jambe, j'ai passé 1 ou 2 mois ou 3 mois ou 6 mois dans un fauteuil. Ça m'a fait prendre conscience des difficultés d'accessibilité dans l'espace public. D'une manière plus générale, vous donner mon sentiment sur le fait que cette période de confinement peut faire évoluer ou pas notre situation. Je pense que ça va dépendre aussi de l'attitude des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on sorte du caritatif. Moi, voilà, je suis opposé aux politiques charitables, aux appels aux dons d'associations. Je pense que c'est à chacun de déterminer si sa vie vaut la peine ou pas. Ça doit être une décision individuelle et non pas une décision de la collectivité à l'égard d'un individu. Et je pense aussi que tant que le monde du handicap ne se rebellera pas, et c'est ce que j'essaye de pousser, ce à quoi j'essaye de pousser depuis quelques années, les choses ne changeront pas. Il ne faut pas que nous attendions que les autres se préoccupent de nous si nous ne nous préoccupons pas de nous-mêmes. Voilà, et donc je pense qu'il faut qu'on se rebelle, mais qu'on le fasse aussi avec les valides. Ma guerre contre le capacitisme et contre le validisme, elle n'est pas contre le valide ou contre les personnes qui ont des capacités adaptées à la norme actuelle. Elle est contre le système qui permet cela, ce qui est différent. Donc oui, je pense qu'il faut qu'on
qu'on mette en lumière, qu'on soit de plus en plus nombreux. Et là-dessus, je suis assez contente parce qu'il y a de plus en plus de personnes en situation de handicap qui crient leur colère, qui réclament le droit de vivre comme tout le monde. Mais il y en a aussi, malheureusement, qui sont encore... il y a des gens qui pensent qu'ils doivent, sous prétexte qu'ils sont en situation de handicap, faire plus que les autres pour mériter de vivre. Ben non, je suis désolé. On a le droit d'être con et handicapé. On a le droit d'être des êtres humains avec toutes nos qualités, mais aussi tous nos défauts, toutes nos carences et tous nos potentiels. D'arrêter de nous prendre pour des cons, d'arrêter de nous maltraiter, en plus en prétendant que c'est pour notre bien. Enfin, moi, je ne supporte plus d'entendre Sophie Cluzel nous parler d'inclusion tout en organisant l'institutionnalisation. Je rappelle que l'ONU a dit, la rapporteure de l'ONU a dit, il n'y a pas de bons établissements. Par nature, un établissement, c'est maltraitant. Parce qu'à partir du moment où on ne choisit pas avec qui on vit, à quelle heure on mange et avec qui on mange, c'est de la maltraitance. De toute façon, de la maltraitance institutionnelle.